pour appréhender l'histoire du groupe Schaeffer, je pense qu'on peut diviser les choses en plusieurs temps chronologiques. Et la première période va nous faire remonter jusqu'aux origines de l'entreprise. Et cette période va de la création d'usine de Feststadt à la création d'un groupe intégré pendant l'entre-deux-guerres. Alors, pour remonter à la genèse du groupe Schaeffer, il faut évoquer une famille. Il ne faut pas l'oublier, c'est la famille Efflon. Alors, on remonte jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'en 1798, Jean Effly loue à Feststadt le château, une propriété, un vieux château, où il installe enfin, une exploitation agricole, mais également un atelier de blanchiment sur prêt, comme ça se fait à l'époque. Et cet atelier, enfin l'exploitation et l'atelier, sont ensuite repris par son fils Daniel, à partir de 1825, qui devient propriétaire de l'ensemble, puis, quelques années plus tard, par son petit-fils, Henri Effly, qui va être celui qui va installer des ateliers de teinture, puis les premières machines à imprimer. Donc les ateliers de teinture emploient déjà 500 ouvriers en 1861, ce qui suppose en parallèle l'organisation de toute une politique sociale de l'entreprise avec des cités ouvrières, avec une politique sociale. Et puis l'entreprise va encore se développer dans les années, à la fin des années 60, avec l'installation de machines à imprimer. Alors, on arrive en 1870 et cette période est vraiment un tournant euh, pour l'entreprise comme pour toute l'Alsace dans son ensemble. Pour l'entreprise, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Henri Effly, vous voyez ici au-dessus sur la photo, n'ayant pas d'enfant, se pose la question de sa succession. Donc, il faut trouver un successeur. Et à ce moment-là, il y a un ingénieur très brillant, très connu, qui a commencé sa carrière, enfin, qui a fait sa carrière à la SACM. C'est Auguste Lalance, qui vient de rentrer à Mulhouse après divers séjours à l'étranger. Et Lalance décide de se mettre sur les rangs. Il va donc à Feststadt rencontrer Monsieur Effly. Et se joint au binôme un troisième personnage qui est Gustave Schaeffer, que vous voyez en bas à droite, qui lui vient de quitter de son côté à ce moment-là la maison Dollfus Mig pour prendre sa retraite et qui souhaite encore être très, très actif. Et tout ça débouche sur la création d'une ESA au capital de 2,5 millions, qui est divisé en 510 actions. Une centaine va à Effly, 50 à Schaeffer, 50 à la Lance. Le reste va à des industriels, entre guillemets, amis. Et cette ESA reprend l'établissement de Pfstadt, qui n'est pas une petite affaire, hein, puisqu'elle est évaluée à l'époque à 2 millions. Elle comprend les bâtiments industriels, la cité ouvrière, le canal de décharge, le matériel, l'outillage, sans parler des clients, des brevets, etc. 1870, c'est également un tournant pour l'Alsace, hein, puisque la suite de la guerre contre la Prusse, l'Alsace est annexée et on entre dans cette époque du Reichsland. Et pendant cette époque du Reichsland, l'entreprise va énormément évoluer. Alors non seulement sa raison sociale, on va passer de Schaeffer-Lalance et compagnie à Schaeffer et compagnie, mais également dans les aspects industriels. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord de s'adapter au marché allemand, hein, à partir de 70, auquel l'entreprise n'était pas forcément habituée. Et tout cela passe par des investissements importants, alors que la mort de Effly en 1977 laisse la Lance et Schaeffer seuls gérants, et puis bientôt, après le retrait de la Lance, surtout Gustave Schaeffer. Alors, l'entreprise travaille à façon et elle réalise une part croissante de son chiffre d'affaires à l'étranger. Je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais pas seulement. Et par contre, on voit arriver un nouveau venu, une nouvelle famille dans cette histoire, qui va être appelée à faire souche. C'est la famille Jacquet, avec l'arrivée d'Eugène Jacquet, qui va contribuer au développement de l'entreprise. Alors, Eugène Jacquet est né en 1859, c'est un ingénieur chimiste
originaire du Jura suisse, qui devient d'abord gérant de l'entreprise à partir du 191 jusqu'à atteindre la fonction de président du conseil de surveillance avant la Première Guerre mondiale. Et c'est notamment lui qui va contribuer fortement au développement de l'entreprise, par exemple en récupérant le matériel d'impression de DMC lorsque DMC décide de quitter ce créneau-là. Ce qui fait que pendant la période de l'annexion, l'entreprise va se développer et pour elle comme pour d'autres, la question du retour à la France va par la suite être problématique, comme comme pour le restant de la manutention alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence nouvelle qui, pendant la période du Rachland, s'est développée de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges, notamment blanchisserie et teinture de Taon dirigée par Paul Lederlin, parce qu'il y a globalement un excédent moyen de production, et puis surtout parce que les marchés allemands avec lesquels jusque-là l'entreprise travaillait vont progressivement disparaître malgré les clauses transitoires qu'il peut y avoir au traité de Versailles, et l'entreprise doit à nouveau s'adapter, cette fois aux marchés français qui ont bien évolué depuis la fin du 19e siècle. Tant et si bien que l'entreprise va entamer pendant l'entre-deux-guerres une politique de concentration et une politique de modernisation. Il me semble que pour comprendre les choses, on peut diviser les choses en deux temps, en distinguant d'une part les années 20 et d'autre part les années 30. Alors les années 20, pourquoi? Parce qu'on assiste au démarrage de ce phénomène de concentration, de modernisation. Alors ça passe, et on s'en rend bien compte, dans cette espèce d'arbre généalogique qu'on trouve dans une publication faite par l'entreprise dans les années 50, qui montre bien la généalogie du groupe. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais du coup, ce processus démarre en partenariat avec Gros Roman, avec l'achat de la Mer Rouge. Alors, on démonte les machines les plus modernes pour les remonter à Weserlin et à Faststadt. Des accords sont également passés avec une autre entreprise, Mersdorf, pour le blanchiment. Par la suite, tout ça se déroule au début des années 20. Les ateliers de blanchiment de Faststadt et de la Mer Rouge sont arrêtés. Les usines de Vieuxtanne et de Saint-Amarin sont réunies dans une nouvelle structure qui est la Société des blanchiments d'Alsace, avec un capital qui est réparti entre Schaeffer et Gros Roman. Toujours dans ces années 22-23, l'entreprise prend des participations ou achète successivement, alors Boeing, anciennement Thierry Mig, et puis ensuite Heilmann et compagnie, et puis Frère Quéclin. Et tout ça amène le groupe à une réforme de structure en 1931 avec la fusion de la Société des blanchiments d'Alsace, d'Heilmann et de Frère Quéclin. Parallèlement à ça, notamment sous l'impulsion d'André Jacquet, qui est devenu le fils de Jeanne, qui est devenu l'homme fort du groupe dans ces années-là. On assiste à une évolution de l'entreprise sur le plan commercial, sur le plan technique, avec la fabrication d'articles de qualité, avec une valeur ajoutée de plus en plus importante, et un développement également des exportations. Et les statistiques de production nous donnent une impression en 27-28, juste avant la crise, de puissance. 61 millions de mètres imprimés, c'est tout à fait considérable. Alors, 27-28, on est évidemment à la veille de la crise de 29, la crise des années 30, et on peut distinguer dans l'entre-deux-guerres une deuxième période qui est les années 30, et la question est de savoir comment là l'entreprise va s'adapter à la crise. Alors l'adaptation se fait de plusieurs manières. D'abord avec la fermeture des ateliers d'impression Heilmann, Frère Quéclin et Thierry Mig, et puis avec la poursuite de la concentration de l'impression en Faststadt, où sont rassemblées systématiquement les machines les plus modernes, les plus productives, parce qu'évidemment, tout ça est une bataille de prix de revient et de productivité, avec, d'autre part, la prise de participation de Schaeffer et ici dans plusieurs fabricants transformateurs, et également l'orientation de la production d'impression vers des articles en coton à la fois plus riches, des articles en rayonne également, mais également vers les spécialités destinées au marché de l'outre-mer en Afrique
en Indochine. Et on sait d'ailleurs tout le rôle que la société industrielle joue dans la réflexion qui mène au développement de ces marchés à l'outre-mer. Alors, parallèlement, pour le blanc, la teinture, les usines de Vieuxtanne et de Saint-Amarin sont spécialisées, évidemment, là aussi pour faire baisser les prix de revient. Et en gros, le partage des choses est le suivant. Les articles chers, produits en petite quantité, sont faits à Saint-Amarin, où des ateliers de teinture se développent. Les articles de grande série et la production pour les marchés indo-chinois ou coloniaux, eux, sont faits à Vieuxtanne et à Pfastatt. On fabrique encore du noir en 1939, mais on a abandonné d'autres, notamment la teinture, aux autres usines. Alors les années 30, elles sont également intéressantes parce qu'elles voient l'arrivée d'un nouveau personnage qui va être le futur homme fort du groupe. C'est évidemment Thierry Migue, qui arrive au début des années 30. Je vais en reparler par la suite. Tant et si bien qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on a un groupe qui est au fait de son développement, qui a retrouvé des niveaux de production qui étaient comparables, voire même dépassés ceux de la veille de la crise. Et le groupe aborde la Deuxième Guerre mondiale dans une relative bonne santé. Il est faiblement endetté, il a émis des obligations en 1928. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont Charles Eddrich et Albert Scherer qui vont avoir la responsabilité des usines, alors qu'Eugène Jacquet, lui qui est resté à Mulhouse pendant le conflit, va décéder en 1944. Alors, les usines continuent de tourner pour partie, pas en continuité, pendant le conflit. Au moment de la libération, l'usine de Saint-Amarin n'a subi que des dégâts très limités. Par contre, comme on peut le voir sur la photo, celle de Pfastatt et celle de Vieuxtanne sont sérieusement endommagées au moment des combats en janvier et février 1945. Par contre, comme le montrent les rapports d'expertise faits par les partenaires bancaires de l'entreprise, la situation financière, qui était déjà très belle en 1939, est décrite comme brillante en 1945. Et on a un indicateur qui est intéressant, c'est qu'en 1942, Schaeffer a remboursé par anticipation les obligations qu'elle avait émises en 1928. Elle n'a cessé de faire des incorporations tout au long de la période. Ça tombe bien, puisque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il va falloir tout à la fois reconstruire et moderniser le groupe. Alors, la reconstruction est assez rapide, puisque malgré les difficultés, l'usine de Vieuxtanne retrouve dès 1945 sa capacité d'avant-guerre, Pfastatt en 1947. Par contre, il y a tout un processus de reconstruction qui, lui, va s'achever en 1952. On entame la deuxième époque, qui est celle, en gros, qui correspond aux années 50, au début des années 60, qui va être une période de modernisation, une période de croissance. C'est le début des Trente Glorieuses, malgré une conjoncture qui, vous le savez, je me permets de le rappeler, est une conjoncture difficile pour le textile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution du groupe? D'abord que c'est un groupe avec une structure complexe, je vais y revenir dans 2 secondes. Vous voyez que le principal actionnaire du groupe, c'est la Société alsacienne pour l'industrie du finissage. Vous retrouvez, enfin, le premier gros actionnaire, vous retrouvez également le conseil de la direction générale, Gilles Étaon, la famille Tréville-Froissart, Madame Marcel Schoff, etc., etc. Et le conseil d'administration est dirigé par André Jacquet, qui est à la fois président directeur général, bon, par ailleurs, vous le savez, président de la Chambre de commerce, conseiller de la succursale mulhousienne de la Banque de France. Et puis, on retrouve également au conseil Jacques André, Pierre Froissart, Jacques Gros et quelques autres. Mais en fait, l'homme fort du groupe, c'est Bernard Thierry Migue, dont je parlais tout à l'heure, qui est arrivé dans les années 30, qui est l'héritier des grandes familles mulhousiennes protestantes, qui est ingénieur des arts et manufactures, et qui, après ses études, a effectué un premier voyage aux États-Unis, et c'est à son retour qu'il a été remarqué par Jacquet, qu'il a placé à la tête des usines de Vieuxtanne et de Saint-Amarin. Et c'est vraiment lui qui, pendant les Trente Glorieuses, va être, et jusqu'en 73, au moment où il prend sa retraite, à l'origine de tous les projets de concentration, de l'expansion du groupe en Afrique, sur laquelle je n'ai malheureusement pas le temps de développer. Je vous renvoie aux travaux de Bertrand Rizaché. Mais c'est également un patron social qui est également convaincu du destin universitaire de Mulhouse. Alors pourquoi un groupe complexe?
Bah, tout simplement parce qu'on a un groupe qui est à la fois intégré horizontalement et verticalement. Alors, horizontalement, un groupe de 3800 personnes en 51 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 milliards, qui compte en fait 3 usines en activité, Fastad, Vieuxtal, Saint-Amarin, plus une usine à Colmar en location. Au total, 4 SARL, puisque pour chacune des usines correspond une SARL. Parallèlement, ont été créés au Maroc avec la SAIC et quelques autres, une entreprise de filature et tissage euh, euh, avec une société algéroise, et la Sati, mais verticalement, Schaeffer a tout un tas de participations, euh, tantôt dans des entreprises clientes, Mati, Taco, la compagnie franco-africaine des textiles, la Socora pour le simili-cuir, mais également dans des fournisseurs pour l'entretien et le renouvellement du matériel. Et notamment, Schaeffer est propriétaire à 99% de Keller d'Orient Gravure. En plus de cela, s'ajoutent plusieurs autres sociétés pour des raisons administratives, fiscales ou publicitaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette structure, en fait, elle tient en raison des participations croisées de la Société alsacienne pour l'industrie du finissage, qui est une société de capitaux qui possède 99% de Keller d'Orient Gravure, mais à l'inverse, Keller d'Orient Gravure possède 40% du capital de la Société alsacienne pour l'industrie du finissage. Donc on a un groupe qui est quand même un peu complexe. Alors je vous ai mis ici des photos des 4 sites industriels. Vous avez photo de gauche Fastad, 1516 salariés, une grande entreprise par sa surface, qui fait du blanchiment, de la teinture noire, de l'impression, des apprêts de tissus, et les articles à l'origine desquels on va retrouver l'entreprise, c'est des chemises, des tissus plutôt riches pour la métropole et la grande exportation. Vous avez à droite Vieuxtal, qui est beaucoup plus petite, 616 salariés, blanchiment, impression, après de tissu de coton. Saint-Amarin, à gauche, 850 employés, blanchiment, teinture, après, traitement arctique destiné à fabriquer des vêtements de travail, du velours uni ou à côte. Les publications de l'entreprise dans les années 50 permettent de souligner deux choses. D'une part, les investissements, d'autre part, les variations de la production. Alors, avant de détailler ça, il faut rappeler que le contexte n'est pas évident. Hein. Dans ces années 50, il y a une crise textile précoce, tantôt ouverte, tantôt à bas bruit, qui a pour origine la perte de débouchés anciens, les marchés coloniaux notamment, à l'outillage excédentaire en Europe, qui entraîne une concurrence exacerbée et la nécessité d'acquérir toujours les nouvelles techniques le plus rapidement possible, des approvisionnements en matières premières qui sont souvent coûteux, et puis l'avènement d'une société de consommation dont les logiques doivent être intégrées par les dirigeants du textile français et de Schaeffer en particulier. Et donc tout ça se traduit de deux manières. Alors du côté des investissements, la priorité est donnée systématiquement aux nouvelles machines, hein, d'ailleurs sur toute autre considération. Entre 4 milliards, sur les 4 milliards investis entre 46 et 57, 60% sont consacrés au matériel. Hein, il y a une nouvelle génération de métiers de machines qui apparaît à ce moment-là, et Schaeffer doit les acquérir. Et au niveau de la production, on constate qu'il y a une évolution divergente entre les différents secteurs d'activité du groupe. Le blanchiment stagne. Par contre, ce qui se développe et ce qui est fortement rémunérateur, c'est surtout l'impression et surtout la teinture, hein, qui elle est fortement et la plus fortement rémunératrice. Donc on a un groupe qui, malgré la conjoncture et malgré une rentabilité qui n'est pas énorme, se développe, dirigé d'une main de maître par Thierry Migue, et Thierry Migue transforme l'ensemble en holding en 1956. Alors l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est que Schaeffer apporte ses usines de blanchiment, de teinture et d'impression à une nouvelle structure qui s'appelle Traitement chimique des textiles, qui est une SARL qui a été constituée avec son concurrent local et direct, qui est Schwarer Lotte et compagnie. Alors, le maillage est très inégal, hein.
Schröer, c'est un petit nain à côté de Schaeffer, 800 millions de CA d'un côté, plus de 5 milliards et demi en 55 de l'autre. Le but, c'est d'arriver via des investissements massifs à maîtriser des innovations techniques dans la chimie, puisque le métier devient de plus en plus un métier où la chimie a de l'importance, et dans le textile. C'est Gustave Prévost, le président de Schröer, qui devient président de l'ensemble, et Thierry Migue, vice-président, directeur général. Et à l'époque, la presse parle de la maison de traitement de tissus et d'impression parmi les plus importantes de France. Hein, c'est sans doute la deuxième de France. Ceci dit, en transformant les choses en holding, Schaeffer Schaeffer devient une holding dont les principales participations vont être donc la Société alsacienne du finissage, différentes affaires industrielles, différentes maisons de négoce. Troisième et dernier temps, puisque le temps passe vite, hein, je vous l'avais dit, c'est dur de faire 25 minutes pour résumer une histoire comme celle de Schaeffer. Une troisième période qui va des années 60 aux années 70, qui est caractérisée par la constitution d'un groupe de PME qui va mener une politique de créneaux. Alors, la concentration se poursuit, c'est la première chose à dire, avec plus ou moins de réussite, en l'occurrence moins que plus, puisque le rapprochement imaginé par Thierry Migue avec le groupe Gilet, qui débouche sur la création de Tival en 1962, hein, géant français de l'ennoblissement présidé par Thierry Migue, est plutôt un raté, puisque différentes raisons, dont l'incompatibilité d'humeur entre les deux hommes, une conjoncture défavorable, aboutissent à un divorce rapide, qui, comme l'explique Nicolas Soskov dans les dynasties alsaciennes, débouche donc sur ce divorce dans lequel Schaeffer va jusqu'à perdre le contrôle de l'usine de Pfastatt qui tombe dans la corbeille de Texunion. Par la suite, création de Schaeffer Impression en 1967, qui est issue d'un rapprochement de l'usine de Vieuxtanne et des fabricants transformateurs mulhousiens. Naissance quelques mois plus tard d'une filiale qui est la SIAT, qui regroupe des entreprises familiales de filature et de tissage, et Thierry Migue, qu'on avait sollicité pour devenir président de la CIM en 63, eh bien, accède finalement ce poste en 73, au moment où il quitte la gestion effective du groupe, même s'il va continuer à avoir un rôle important. Et pour terminer, quelle est la physionomie du groupe au milieu des années 70, et je m'arrêterai là. Eh bien, ce groupe est devenu un groupe de PME. Alors, le directeur financier de l'époque, Payan, explique une telle structure est une source d'efficacité, car si le textile n'est pas condamné dans les pays développés, il convient d'y mener une politique de créneau. Et en fait, ce groupe de PME est composé de trois couches. Il y a d'abord tout ce qui concerne le textile et l'impression en métropole, avec Schaeffer Impression, Teinture et Blanchiment de Cernay, SIPP, SAIC Velcorex, où l'entreprise a une participation importante. Vous avez ensuite en vert toutes les activités africaines, Icodi, Cotivo, Sony Textile, Icotaf, etc., en Côte d'Ivoire, au Congo ou au Sénégal. Et puis, vous avez un troisième ensemble de PME divers. Alors, ça va de Schaeffer Engineering, Schaeffer Production Technique, Gravure Industrielle, Zuber, Cordoil, hein, textile, des tissus enduits pour la maroquinerie automobile, et puis quelque chose de beaucoup plus exotique, Aubert, fabrication de voitures des landaux pour enfants. Conclusion, et il est l'heure de s'arrêter là. On a vraiment un groupe qui est à nul autre pareil dans la galaxie textile alsacienne et mulhousienne. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'on a affaire à des dirigeants qui se battent constamment dans les années 50 pour trouver les voies de la croissance, se modernisant et s'adaptant au marché, essayant de faire un certain nombre de réformes de structure, notamment la concentration comme on l'a toujours fait depuis l'entre-deux-guerres finalement, sauf que certaines de ces initiatives ne vont pas porter leurs fruits et que nul n'imagine, encore à la fin des années 60, ce que va devenir le textile fin des années 70, au début des années 80. Voilà, j'en resterai là. Pardon pour tout ce que je n'ai pas pu aborder et je vous remercie beaucoup pour votre attention.